Le jardinier a été humilié devant tout le monde. Mais ce que la fille du millionnaire a dit a fait pleurer tout le monde. Le soleil de juillet dardait ses rayons sur la somptueuse propriété des Chevaliers, lorsqu'Adrien Roux franchit pour la première fois le portail en fer forgé. Ses yeux verts, d'ordinaire impassibles, se posèrent sur l'allée de gravier blanc qui menait à la demeure. Un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. « Alors c'est ici », murmura-t-il pour lui-même. 20 années s'étaient écoulées depuis cette nuit pluvieuse où, enfant, il avait vu son monde s'effondrer. 20 années à attendre, à planifier, à se préparer pour ce moment. La brise légère faisait danser les feuilles des platanes centenaires qui bordèrent l'allée. Adrien ajusta la bandoulière de son sac usé et avança d'un pas assuré. À 28 ans, son corps était celui d'un homme habitué au travail physique, musclé, bronzé par le soleil, les mains calleuses trahissant des années passées à travailler la terre. Rien ne laissait deviner qu'il était né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Le jardinier précédent avait pris sa retraite, ou plutôt, avait été généreusement encouragé à le faire grâce à quelques billets glissés discrètement par Adrien, une simple formalité dans un plan minutieusement orchestré depuis des années. Monsieur Roux, une voix sèche interrompit ses pensées. Une femme d'une 60aine d'années se tenait sur les marches du perron, le dos droit, le regard scrutateur. Madame Bernier, l'intendante du domaine, exactement comme on la lui avait décrite. « Oui, madame, on m'attend pour le poste de jardinier », répondit-il poliment, en baissant légèrement la tête. « Suivez-moi, madame Colette souhaite vous rencontrer avant que vous ne commenciez. » Le cœur d'Adrien s'accéléra légèrement. Madame Colette, la matriarche du clan chevalier, il ne s'attendait pas à la rencontrer si tôt. Il rajusta sa casquette élimée et emboîta le pas à l'intendante. L'intérieur de la demeure était aussi imposant qu'il l'avait imaginé. Marbres italiens, boiseries anciennes, tableaux de maître. Chaque élément criait la richesse et le pouvoir. Des richesses bâties sur la ruine de sa propre famille. Un flash de souvenir le traversa brutalement. Le visage de son père, défait, lui annonçant qu'ils avaient tout perdu. Les chevaliers nous ont tout pris. Adrien, tout. Puis cette nuit terrible, où les sirènes de police et d'ambulance s'étaient mêlées dans un concert macabre, illuminant de bleu et de rouge sa chambre d'enfant. « Par ici », indiqua madame Bernier, le ramenant au présent. Dans un petit salon au ton pastel, une femme âgée se tenait près de la fenêtre. Malgré ses cheveux argentés et les rides qui marquaient son visage, madame Colette Chevalier conservait une élégance et une prestance indéniables. Elle se tourna vers eux, ses yeux perçants se posant immédiatement sur Adrien. « Alors c'est vous, le nouveau jardinier ?» Sa voix était calme, mesurée, mais son regard semblait chercher quelque chose au-delà des apparences. « Adrien Roux, madame, c'est un honneur. » Elle l'observa un moment en silence, puis fit un geste vers le jardin visible par la fenêtre. « Vous avez du travail qui vous attend ?» Maurice a pris sa retraite de façon précipitée. Les roses souffrent déjà de son absence. « Je m'en occuperai dès aujourd'hui, » promit Adrien. « Voyez-vous, monsieur Roux, ces jardins sont l'âme de cette maison. Ma petite fille y est particulièrement attachée. Elle revient bientôt d'Europe après plusieurs années d'études. » Ses yeux ne quittèrent pas Adrien. « J'aimerais qu'elle retrouve ce jardin plus beau que dans ses souvenirs. »« Ce sera fait, madame. » Quelque chose dans le regard de la vieille dame mit Adrien mal à l'aise, comme si elle devinait qu'il n'était pas seulement venu pour s'occuper des roses. « Bien, madame Bernier vous montrera votre logement et vous expliquera les règles de la maison. » Le pavillon du jardinier était modeste mais confortable, situé à l'écart de la maison principale, entouré d'une mer de fleurs. Après le départ de l'intendante, Adrien s'autorisa enfin à respirer. Il sortit de son sac une vieille photographie écornée, un homme et une femme souriant, tenant un petit garçon entre eux. « J'y suis, papa, maman », murmura-t-il. « J'ai franchi les portes de leur forteresse. » Il rangea soigneusement la photo et sortit un carnet à la couverture usée, à l'intérieur, des notes minutieuses, des coupures de presse jaunies, des schémas de la propriété, tout ce qu'il avait pu rassembler sur l'empire des chevaliers et sur leurs crimes parfaits, la destruction systématique de la famille Dumont, sa famille. Avec méthodisme, Adrien commença à travailler le jardin. Ses mains expertes taillaient, arrachaient, plantaient. Chaque coup de sécateur était précis, chaque geste calculé. Les années passées à étudier l'horticulture n'avaient pas été vaines. Son déguisement était parfait. « Les roses de Léa doivent être prêtes pour son retour », avait insisté madame Bernier. Léa, la fille d'Henri Chevalier,
l'architecte de la ruine des Dumont, Adrien avait tout appris sur elle. Brillante, éduquée à l'étranger, héritière de l'empire immobilier, une princesse dans son château de verre, les jours passèrent. Rythmés par le travail physique, Adrien observait, écoutait, cartographiait mentalement chaque recoin de la propriété, les habitudes des domestiques, les allées et venues d'Henri Chevalier, l'homme qui avait orchestré la chute de son père. Tout était méticuleusement noté, un soir. Alors que le soleil se couchait sur les jardins, Adrien s'aventura discrètement près du bureau d'Henri. La pièce était vide, mais verrouillée. Pas grave, il avait le temps. La vengeance se savourait lentement, comme un bon vin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis la fenêtre de sa chambre, Madame Colette l'observait, son visage marqué par une inquiétude profonde. « Qui êtes-vous vraiment, Adrien Roux ?» murmura-t-elle pour elle-même, ses doigts caressant machinalement un médaillon en or qu'elle portait autour du cou. Dans le silence de sa chambre, la vieille dame ouvrit le médaillon, révélant 2 photographies, l'une de sa fille Adeline, décédée des années auparavant, et l'autre d'un jeune homme au sourire charmeur, Nicolas Dumont. « Les fantômes du passé reviennent toujours, n'est-ce pas ?» soupira-t-elle, refermant doucement le bijou, dehors, dans l'obscurité grandissante. Adrien plantait des graines de vengeance parmi les roses. Bientôt, très bientôt, le jardin des Chevaliers fleurirait de secrets, trop longtemps enfouis. 1 mois s'était écoulé depuis l'arrivée d'Adrien au domaine Chevalier. Sous ses mains expertes, le jardin avait retrouvé une splendeur que même les domestiques les plus anciens ne lui avaient jamais connue. Les parterres de roses, autrefois négligés, explosaient désormais en gerbes de couleurs, leur parfum se mêlant dans l'air tiède de l'été finissant. Ce matin-là, une effervescence inhabituelle régnait dans la demeure. Les domestiques s'affairaient, astiquant argenterie et cristaux, disposant des bouquets fraîchement coupés dans les vases précieux. « Elle arrive aujourd'hui », murmura Justine, la femme de chambre, en apportant à Adrien un pichet d'eau fraîche alors qu'il s'épongeait le front sous la chaleur matinale. Mademoiselle Léa rentre d'Angleterre. 3 ans qu'on ne l'a pas vue. Adrien acquiesça silencieusement. Ce moment, il l'avait anticipé. L'arrivée de Léa Chevalier signifiait que tous les acteurs seraient bientôt réunis pour le spectacle qu'il avait mis des années à préparer. Une limousine noire franchit le portail peu après midi. De sa position près de la serre, Adrien observa la scène qui se déroulait sur le perron. Henri Chevalier, grand et imposant dans son costume sur mesure, attendait, le visage impassible. À ses côtés, Madame Colette, droite et digne malgré son âge, la portière s'ouvrit et une jeune femme en émergea. Même à cette distance, Adrien fut frappé par son allure. Léa Chevalier ne ressemblait en rien à l'image de princesse capricieuse qu'il s'était forgée. Grande et mince, vêtue d'une simple robe d'été bleu pâle, ses longs cheveux châtains retenus en une queue de cheval lâche, elle semblait presque ordinaire. Les retrouvailles furent brèves et formelles, une accolade rapide de son père, une embrassade plus chaleureuse avec sa grand-mère, puis le petit groupe disparut à l'intérieur de la maison. « C'est tout », marmonna Adrien pour lui-même. 3 ans d'absence, et c'est ainsi qu'on l'accueille. L'après-midi s'écoula lentement. Adrien, tout en taillant méticuleusement une haie, ne cessait de penser à cette première vision de sa cible. Il devait rester concentré. Que Léa soit belle ou simple n'avait aucune importance. Elle restait une chevalier. Au crépuscule, alors qu'il rangeait ses outils, un mouvement près de la roseraie attira son attention. Une silhouette solitaire se promenait parmi les fleurs, effleurant délicatement les pétales au passage. Léa, sans réfléchir, Adrien s'approcha. En l'entendant, elle se retourna, et leurs regards se croisèrent pour la première fois. « Pardon de vous déranger, mademoiselle », dit-il poliment, retirant sa casquette. « Je suis Adrien Roux, le nouveau jardinier. » Son sourire fut inattendu, sincère, chaleureux, presque familier. « C'est donc vous le magicien qui a ressuscité mon jardin ?» répondit-elle d'une voix douce. « Grand-mère n'a cessé de vanter vos talents pendant le déjeuner. » Quelque chose dans son regard déstabilisa Adrien, une douceur, une mélancolie peut-être, qui ne cadrait pas avec l'image de la famille qu'il s'était construite. « J'ai simplement rendu à ces fleurs l'attention qu'elles méritaient, » répondit-il, troublé par cette rencontre qu'il n'avait pas planifiée si tôt. « Ces roses blanches étaient les préférées de ma mère, » confia-t-elle en caressant un pétale. « Je ne les avais jamais vues aussi belles. »
Une quinte de toux soudaine la plia en deux. Adrien fit un pas instinctif vers elle, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Ce n'est rien », assura-t-elle en reprenant son souffle. Juste la fatigue du voyage, mais la pâleur qui avait envahi son visage racontait une autre histoire. Léa, la voix tranchante de Madame Colette retentit depuis la terrasse. « Le médecin est arrivé pour ton examen. » Léa soupira doucement. « Le devoir m'appelle. À bientôt, monsieur le jardinier. » Elle s'éloigna, laissant Adrien perplexe. Un médecin à son arrivée. Cette information n'apparaissait dans aucun de ses dossiers sur la famille. Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, Adrien se glissa hors de son pavillon. La demeure était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une fenêtre au premier étage. En s'approchant discrètement, il entendit des voix. « Tu dois prendre ceci au sérieux, Léa », disait la voix d'Henri Chevalier, inhabituellement tendue. « Le docteur Moreau est formel. Ton cœur s'affaiblit. Et que suggérez-vous, père? Que je passe le reste de ma vie enfermée ici, comme une poupée de porcelaine. Si c'est ce qu'il faut pour te garder en vie, oui. » Adrien se figea. Ainsi, la fille Chevalier était malade. Une information cruciale qu'il ignorait jusqu'alors. « Écoute ton père, ma chérie », intervint la voix plus douce de Madame Colette. « Nous ne voulons pas te perdre comme nous avons perdu ta mère. » Un silence pesant suivit ces paroles. « Personne ne doit savoir », reprit Henri d'un ton autoritaire. « Pas un mot sur ta condition, pas même aux domestiques. Les chevaliers ne montrent pas de faiblesse. »« Ma maladie n'est pas une honte, père, » répliqua Léa, une colère contenue vibrant dans sa voix. « Elle pourrait compromettre ton avenir. Victor revient de Paris la semaine prochaine, c'est un bon parti, et sa famille possède l'un des meilleurs laboratoires pharmaceutiques du pays. Victor Duval. » Le dégoût dans la voix de Léa était palpable. « Vous arrangez encore des mariages comme au Moyen-Âge ? Ça suffit. » La main d'Henri frappa violemment une surface, faisant sursauter Adrien. « Tu feras ce qui est nécessaire pour l'honneur de cette famille. Ce n'est pas négociable. » Des pas furieux se dirigèrent vers la porte. Forçant Adrien à se dissimuler rapidement derrière un buisson, Henri Chevalier sortit en trombe. Son visage déformé par la colère visible sous la lueur de la lune, Adrien resta immobile jusqu'à ce que tout redevienne silencieux. Son esprit tournait à plein régime. Victor Duval. Ce nom lui était familier, l'héritier de Duval Pharmaceutique, une entreprise qui avait miraculeusement prospéré juste après la chute des Dumont. Rachetant à prix dérisoire plusieurs de leurs propriétés, une nouvelle pièce venait de s'ajouter au puzzle de sa vengeance. Le lendemain matin, alors que la brume matinale enveloppait encore le jardin, Adrien trouva Léa assise sur un banc de pierre, un livre ouvert sur les genoux. Son visage portait les traces d'une nuit agitée. « Bonjour, mademoiselle », dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. Elle leva les yeux, surprise, puis sourit faiblement. « Vous êtes matinal, monsieur Roux. Les fleurs aiment la fraîcheur de l'aube, » répondit-il en montrant son sécateur. « Et vous ? Les insomnies sont ma vieille compagne, » dit-elle avec un haussement d'épaules résigné, puis, changeant brusquement de sujet, « Parlez-moi de ces roses. Comment faites-vous pour qu'elles soient si magnifiques ?» Adrien s'approcha et s'accroupit près d'un rosier. Le secret, c'est de comprendre que chaque fleur a son propre caractère. Certaines ont besoin d'être taillées sévèrement pour s'épanouir. Sans qu'il s'en rende compte, Adrien se surprit à partager avec Léa des connaissances botaniques réelles. Fruit de ses années d'apprentissage, pour la première fois depuis son arrivée, il n'était plus en train de jouer un rôle. Il était simplement lui-même. « Vous parlez des fleurs comme si elles étaient des personnes », remarqua Léa, une étincelle d'intérêt dans ses yeux fatigués. « Elles sont souvent plus honnêtes que les humains », répondit-il, avant de se mordre la lèvre. Il ne devait pas se laisser aller à de telles familiarités. De la terrasse, Madame Colette observait cette scène matinale, son visage énigmatique masquant le tumulte de ses pensées. Dans sa main, elle serrait le médaillon, comme pour puiser du courage dans les secrets qu'il renfermait. La semaine qui suivit le retour de Léa fut marquée par une activité frénétique dans la demeure Chevalier. Sous les ordres stricts de Madame Bernier, les domestiques préparaient une réception somptueuse pour célébrer officiellement le retour de l'héritière. Et, comme le murmuraient les langues les plus indiscrètes, pour présenter officiellement Victor Duval comme prétendant, Adrien, tout en continuant son travail minutieux dans le jardin, observait ce ballet depuis l'extérieur. Ses rencontres matinales avec Léa étaient devenues une habitude tacite. Chaque jour, elle apparaissait à l'aube, un livre différent à la main,
et ils partageaient quelques moments à parler de plantes, de littérature, de voyages, jamais de choses personnelles, jamais de sa santé, qu'Adrien savait désormais fragile. « Vous viendrez à la réception demain soir ?» demanda Léa ce matin-là, assise sur son banc habituel, une écharpe légère protégeant sa gorge de la fraîcheur matinale. Adrien releva la tête de la terre qu'il bêchait. Les jardiniers ne sont généralement pas invités au bal. « Mademoiselle, mais c'est vous qui avez créé tous les arrangements floraux. Vous méritez de voir comment ils illuminent la fête. » Son ton était léger, mais ses yeux trahissaient une certaine anxiété. « Votre père n'apprécierait guère de voir un homme aux mains pleines de terre parmi ses invités en costume 3 pièces. » Léa soupira, fermant son livre d'un geste sec. « Mon père n'apprécie pas grand-chose de nos jours. » Elle hésita, puis ajouta « Victor Duval sera là. » La façon dont elle avait prononcé ce nom, mêlant dégoût et résignation, intrigua Adrien. « Un ami à vous. » Un rire sans joie s'échappa de ses lèvres. « Disons que nos familles ont des intérêts communs. Père considère que je suis l'un de ses intérêts. » Avant qu'Adrien puisse répondre, la voix de Madame Colette retentit depuis la maison. Appelant sa petite fille, Léa se leva, le salua d'un léger signe de tête, et s'éloigna, laissant derrière elle un parfum délicat de jasmin. Le lendemain soir, la propriété des Chevaliers scintillait de 1000 feux. Des lanternes avaient été suspendues dans les arbres du parc, transformant le jardin en un écrin féerique. Une file de voitures luxueuses déversait un flot continu d'invités richement vêtus. Adrien, comme l'avait prédit Léa, n'était pas convié aux festivités. Pourtant, il se tenait dans l'ombre près de la serre, observant discrètement la réception qui se déroulait sur la terrasse illuminée. Ce soir était une occasion parfaite pour repérer les alliés d'Henri Chevalier, pour observer les dynamiques de pouvoir à travers les fenêtres ouvertes. Il pouvait entendre la musique d'un quatuor à cordes. Soudain, le brouhaha des conversations s'estompa. Henri Chevalier venait d'apparaître, tenant par le bras une Léa méconnaissable. Sa simplicité habituelle avait laissé place à une élégance sophistiquée. Une robe de soie émeraude qui épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux relevés en un chignon complexe, quelques mèches encadrant délicatement son visage. Malgré son apparente assurance, Adrien distingua la tension dans sa posture. « Mes chers amis », la voix d'Henri résonna, puissante et autoritaire. « Ce soir, nous célébrons le retour de ma fille, Léa, qui après des années d'études brillantes en Europe, rejoint enfin sa famille et prendra bientôt sa place légitime dans notre entreprise. » Des applaudissements polis suivirent cette annonce. Léa sourit poliment, mais ses yeux semblaient chercher une échappatoire. « J'ai également l'immense plaisir d'accueillir ce soir un ami cher et partenaire d'affaires, Victor Duval, dont la famille a toujours été un soutien précieux pour les Chevaliers. » Un homme d'une 30aine d'années s'avança, grand, élégant, au sourire calculateur. Il prit la main de Léa et la porta à ses lèvres, avec une familiarité qui fit se raidir la jeune femme. « Merci, Henri, » dit Victor d'une voix forte et assurée. « C'est toujours un honneur d'être reçu dans votre magnifique demeure. Et quel plaisir de retrouver Léa, plus ravissante que jamais. » Adrien sentit une vague de dégoût l'envahir devant cette scène. La façon dont Victor regardait Léa, non pas comme une personne, mais comme un trophée à ajouter à sa collection. La soirée se poursuivit, et Adrien resta à son poste d'observation. À un moment, il vit Léa s'éclipser discrètement sur une partie plus isolée de la terrasse. Elle semblait chercher un peu d'air, loin de l'atmosphère étouffante de la réception. Malheureusement, sa solitude fut de courte durée. Victor la rejoignit rapidement, 2 coupes de champagne à la main. « Tu fuis ta propre fête ?» Même de loin, Adrien pouvait percevoir le ton condescendant. « J'avais besoin d'air », répondit Léa, son malaise palpable même à distance. « Ton père et moi avons eu une conversation très intéressante aujourd'hui », poursuivit Victor en s'approchant d'elle. « Il semble que nos familles pourraient bientôt être unies d'une façon plus permanente. » Léa se raidit visiblement. « Je ne suis pas un contrat commercial qu'on peut signer, Victor. »« Bien sûr que non. Tu es bien plus précieuse. » Sa main effleura le bras de Léa, qui recula. « Ne me touche pas. » Le visage de Victor se durcit. « Tu devrais être plus reconnaissante. Peu d'hommes accepteraient d'épouser une femme avec ta condition. » Ces mots frappèrent Léa comme une gifle. « Il t'a parlé de ma santé. » Bien sûr, entre futurs partenaires, pas de secret. Son sourire carnassier révélait à quel point il savourait son pouvoir sur elle. « Notre mariage sera bénéfique pour tous. Ma famille a les meilleurs médecins, les traitements les plus avancés pour des cas comme le tien,
Incapable de supporter davantage ce spectacle, Adrien décida d'intervenir. Prenant un plateau de boissons abandonné par un serveur, il s'avança vers la terrasse, comme s'il avait été chargé de servir les invités. « Du champagne, monsieur, madame », proposa-t-il en s'inclinant légèrement. Victor se tourna, visiblement agacé par cette interruption. Son regard tomba sur Adrien et une moue de dégoût déforma ses traits parfaits. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lança-t-il avec mépris. « Depuis quand le personnel de jardin sert les invités ? Monsieur Roux est notre jardinier, » intervint Léa, soulagée par cette diversion. « C'est grâce à lui que vous admirez ces magnifiques arrangements floraux ce soir. » Victor dévisagea Adrien, un éclair de suspicion traversant son regard. Un jardinier, avec des manières aussi présomptueuses, sans avertissement, il saisit sa coupe de champagne et la renversa délibérément sur la chemise d'Adrien. Le liquide froid s'infiltra immédiatement dans le tissu, mais Adrien resta impassible, le regard rivé sur Victor. « Oh, quelle maladresse !» ricana Victor. « Mais regarde, Léa, ton jardinier ne sait même pas comment réagir face à la bonne société. » « Victor !» s'exclama Léa, scandalisée. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Victor plongea soudain la main dans la poche intérieure de la veste d'Adrien et en sortit une montre en argent, celle qu'Adrien gardait précieusement. Seul souvenir de son père. Et en plus, il vole les invités, s'écria Victor, brandissant la montre. Cette montre appartient à monsieur Girard. Je l'ai vue à son poignet pas plus tard que tout à l'heure. En quelques secondes, un cercle s'était formé autour d'eux. Henri Chevalier fendit la foule, son visage orageux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Ton jardinier a profité de la soirée pour faire les poches des invités, » déclara Victor d'un ton théâtral. « Heureusement que j'ai l'œil. » Adrien savait que Victor avait dû glisser lui-même la montre dans sa poche. C'était un piège, grossier mais efficace. Les regards accusateurs des invités le transpercèrent de toutes parts. « Cette montre est à moi, » dit-il calmement, contrôlant la rage qui bouillait en lui. « C'est un héritage de mon père. »« Bien sûr, » railla Victor. « Et je suppose que ton père était un Rothschild. Une montre de cette qualité vaut plusieurs mois de ton salaire. » Henri Chevalier saisit Adrien par le col, son visage à quelques centimètres du sien. « Je ne tolère pas les voleurs sous mon toit. Tu as 5 minutes pour rassembler tes affaires et quitter ma propriété. »« Père, s'il vous plaît, » intervint Léa. « Il doit y avoir une explication. »« Silence !» tonna Henri. « Ne te mêle pas de ça. » 2 hommes de la sécurité s'avancèrent et empoignèrent Adrien, l'entraînant sans ménagement vers la sortie sous les regards mi-amusés, mi-dégoûtés des invités. Projeté brutalement dans la nuit, Adrien se retrouva à genoux sur les graviers de l'allée. Derrière lui, la musique et les rires de la réception continuaient comme si rien ne s'était passé. La montre de son père, au moins, lui avait été rendue, jetée à ses pieds avec mépris par l'un des gardes. « Si on te revoit sur la propriété, ce sera la police », l'avait averti l'homme avant de tourner les talons. Adrien se releva lentement, époussetant ses vêtements. La rage qui l'habitait était glaciale. Calculatrice, Victor Duval venait de commettre une erreur monumentale. Au lieu de l'éloigner de sa cible, cette humiliation publique venait de lui offrir une raison parfaite pour disparaître aux yeux de tous. Tout en restant, il s'éloigna dans l'obscurité, contournant le parc jusqu'à un vieux mur couvert de lierre qu'il avait repéré lors de ses explorations. Une brèche discrète, masquée par la végétation, lui permit de se glisser à nouveau dans la propriété. Son pavillon serait surveillé, mais Adrien avait déjà repéré un abri de jardin abandonné, dissimulé dans un bosquet éloigné, dans ce refuge de fortune, à la lueur d'une lampe de poche. Il sortit son carnet et y ajouta des notes sur sa confrontation avec Victor Duval. Cette nouvelle pièce du puzzle confirmait ses soupçons. Duval et Chevalier étaient toujours alliés, 20 ans après la destruction des Dumont. « Si tu savais à qui tu as vraiment affaire, Duval, » murmura-t-il en caressant la montre en argent. Le piège qui devait le chasser venait de renforcer sa détermination. À l'aube, alors que les derniers invités quittaient enfin la propriété, une silhouette solitaire s'aventura dans le jardin. Léa, toujours vêtue de sa robe de soirée froissée, semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Adrien l'observa depuis sa cachette, indécis. Le plan exigeait qu'il reste invisible pendant quelques jours. Pourtant, il ne pouvait détacher son regard de cette jeune femme qui, contrairement à sa famille, semblait posséder une conscience. « Monsieur Roux », appelait-elle doucement,
sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Êtes-vous encore là ?» La prudence lui dictait de rester cachée, mais quand Léa s'approcha dangereusement de son abri, titubant légèrement de fatigue, il prit une décision impulsive. « Vous ne devriez pas être ici, mademoiselle », dit-il en émergeant partiellement des ombres. Elle sursauta, puis son visage s'illumina. « Vous êtes restée. Je savais que vous n'étiez pas partie. Ce n'est pas très raisonnable, » répondit-il en gardant ses distances. « Si votre père me trouve ici, mon père dort comme tous les autres. Cette fête ridicule les a épuisés. » Elle s'approcha, les traits marqués par l'émotion. « Je suis venue m'excuser pour l'ignominie de Victor. Cette accusation était grotesque. »« Pourquoi vous souciez-vous du sort d'un simple jardinier ?» demanda Adrien, réellement intrigué par son comportement. Léa détourna le regard, contemplant les premières lueurs qui tintaient à l'horizon. « Peut-être parce que dans cette maison remplie de faux-semblants, vous êtes le seul à ne pas jouer un rôle. » L'ironie de cette déclaration frappa Adrien de plein fouet. « Si elle savait, comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec une sincérité désarmante. « Vous n'avez nulle part où aller, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas pour moi, je me débrouille toujours. » Un silence s'installa entre eux, ni confortable ni tendu, plutôt comme une reconnaissance mutuelle de se trouver dans une situation impossible. « Cette montre, » commença Léa, « elle est vraiment à vous, n'est-ce pas ?» Adrien la sortit de sa poche, la lumière naissante faisant briller doucement le métal argenté. « Mon père me l'a donnée le jour de mes 10 ans. C'est tout ce qui me reste de lui. Que lui est-il arrivé ?» La question était douce, compatissante. Il a fait confiance aux mauvaises personnes. Adrien rangea la montre, et il l'a payée de sa vie. Le visage de Léa s'assombrit, comme si cette vague réponse éveillait en elle des échos familiers. « Je suis désolée. Je sais ce que c'est que de perdre un parent. Votre mère. » Elle hocha la tête. « J'avais 8 ans, un soir. Elle est allée se coucher avec une migraine, et ne s'est jamais réveillée. Anévrisme, ont dit les médecins. » Sa main effleura inconsciemment sa poitrine, près du cœur. Certaines choses se transmettent dans le sang. Ce geste, cette phrase, Adrien comprit soudain la nature exacte de la maladie de Léa. Une condition cardiaque héréditaire, probablement la même qui avait emporté sa mère, une quinte de toux interrompit ses pensées. Léa porta un mouchoir à ses lèvres, et Adrien vit avec alarme qu'il se tachait légèrement de rouge. « Vous devriez rentrer, » dit-il, incapable de masquer son inquiétude. « Vous n'êtes pas en état de rester dehors à l'aube. »« C'est l'heure que je préfère, » murmura-t-elle, mais ses yeux trahissaient sa fatigue. « Promettez-moi que vous serez encore là demain. J'ai une idée pour arranger votre situation. » Avant qu'il puisse répondre, elle glissa un petit objet métallique dans sa main. Une clé. L'ancienne serre, derrière le potager, personne n'y va jamais. Il y a une petite pièce à l'arrière qui servait autrefois au rangement. Ce sera plus confortable que, peu importe où vous vous cachez actuellement. Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Adrien stupéfait par ce geste de confiance inattendu. Pendant les jours qui suivirent, Adrien vécut comme un fantôme dans la propriété des Chevaliers. La journée, il se cachait dans l'ancienne serre, étudiant les documents qu'il avait réunis sur l'Empire chevalier. La nuit, il s'aventurait dans la maison principale, profitant du sommeil de ses occupants pour fouiller méthodiquement les archives d'Henri. Léa venait le voir presque chaque jour, lui apportant discrètement de la nourriture et des nouvelles de la maison. À sa grande surprise, elle avait convaincu sa grand-mère que le renvoi d'Adrien était injuste, et Madame Colette semblait disposée à plaider sa cause auprès d'Henri. Une fois que la colère de ce dernier se serait apaisée, « Grand-mère a toujours eu un faible pour les causes perdues », avait expliqué Léa avec un sourire. Un soir, alors qu'Adrien explorait silencieusement le bureau d'Henri Chevalier, ses doigts trouvèrent enfin ce qu'il cherchait depuis des semaines. Un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. N'ayant pas les moyens de le forcer sans alerter toute la maisonnée, il mémorisa sa position exacte et continua ses recherches. Dans un tiroir fermé à clé qu'il réussit à crocheter, il découvrit un épais dossier marqué « Dumont Acquisition ». Son cœur s'accéléra, fébrile. Il commença à photographier les documents avec son téléphone. Contrat, transfert de propriété, correspondance, l'histoire complète de comment les Chevaliers avaient systématiquement dépouillé sa famille. Un nom revenait sans cesse dans ses papiers. Victor Duval, père, apparemment. Duval Pharmaceutique avait joué un rôle crucial dans cette machination, fournissant les fonds nécessaires pour initier la chute des Dumont. « Alors c'était ça », murmura Adrien. « Une alliance pour nous détruire. » Le bruit d'une porte qui s'ouvrait à l'étage le fit sursauter.
Rapidement, il rangea les documents, verrouilla le tiroir et s'éclipsa par la fenêtre qu'il avait laissée entr'ouverte. Dans sa cachette à la serre, il examina minutieusement les photos des documents. Certains étaient signés par son propre père, Marcel Dumont, des signatures visiblement forgées, d'autres comportaient des annotations manuscrites d'Henri, calculant froidement comment maximiser les pertes des Dumont. Cette découverte renforça sa détermination, mais plus il approfondissait sa vengeance, plus la présence de Léa dans l'équation le troublait. Comment concilier sa haine pour les chevaliers avec l'évidence que Léa n'avait rien à voir avec les crimes de son père? Le lendemain matin, Adrien trouva Léa à leur lieu de rendez-vous habituel. Près des rosiers blancs, elle semblait agitée, ses doigts jouant nerveusement avec le pendentif qu'elle portait autour du cou. « Victor revient aujourd'hui », annonça-t-elle sans préambule. « Père insiste pour que je dîne seule avec lui ce soir. » La jalousie qui mordit Adrien le prit par surprise. Ce sentiment n'avait pas sa place dans son plan. « Soyez prudente avec lui », dit-il simplement. « Cet homme n'est pas ce qu'il semble être. » Léa le dévisagea avec curiosité. « Vous parlez comme si vous le connaissiez. »« Je connais son genre », répondit-il évasivement. Un bruissement attira leur attention. À quelques mètres d'eux, Madame Colette se tenait immobile, les observant de son regard perçant. Depuis combien de temps était-elle là? Qu'avait-elle entendu? « Léa » appela-t-elle doucement. « Ton père te cherche. Et vous, Monsieur Roux ?» Son regard s'attarda sur Adrien, énigmatique et troublant. « Il semblerait que vous ayez des talents cachés pour réapparaître là où on ne vous attend pas. » La découverte de Madame Colette aurait dû inquiéter Adrien davantage. Pourtant, la vieille dame n'avait rien dit à Henri concernant la présence du jardinier sur la propriété. Au contraire, le lendemain de cette rencontre, elle avait fait porter à la serre une couverture et un panier contenant du pain, du fromage et une bouteille de vin. « Madame dit que les nuits sont fraîches en cette saison », avait expliqué Justine, la femme de chambre, visiblement complice de cette situation inhabituelle. Ce comportement déconcertait Adrien. Pourquoi la matriarche des chevaliers protégeait-elle un homme que son propre fils avait chassé? La réponse se trouvait peut-être dans ce médaillon qu'elle touchait constamment, comme un talisman. Ce matin-là, profitant de l'absence de la famille partie en ville, Adrien s'était aventuré dans les couloirs de la demeure. La chambre de Madame Colette se trouvait au premier étage, donnant sur les jardins. Il l'avait repérée lors de ses explorations nocturnes. La porte n'était pas verrouillée. La pièce, élégante et sobre, sentait le lilas et le papier ancien. Sur la coiffeuse en acajou, plusieurs photographies encadrées d'argent racontaient l'histoire de la famille. Henri enfant, Léa à différents âges, une femme ressemblant étrangement à Léa, sa mère, probablement, mais le médaillon restait introuvable. En se retournant pour quitter la pièce, Adrien remarqua un petit coffret en bois posé sur la table de chevet, simple, mais finement ouvragé. Il était fermé par une minuscule serrure. Sans hésiter, Adrien sortit ses outils de crochetage. Quelques secondes plus tard, le coffret s'ouvrait. À l'intérieur, sur un coussin de velours bleu, reposait le fameux médaillon. À côté, une enveloppe jaunie par le temps portait un simple nom, Adeline. Le cœur battant, Adrien ouvrit délicatement le médaillon. Il contenait 2 portraits miniatures. L'un représentait la mère de Léa. La ressemblance était frappante. L'autre, un frisson parcourut l'échine d'Adrien. L'autre portrait était celui d'un jeune homme dont les traits lui étaient de familiers. Il les avait vus dans de vieilles photos de famille. Nicolas Dumont, son oncle. « Qu'est-ce que... » murmura-t-il, stupéfait. Quel lien pouvait exister entre Nicolas Dumont et la mère de Léa? Nicolas était mort jeune, quelques mois avant la ruine des Dumont. Un accident de voiture, avait-on dit à l'époque. Ses doigts tremblants se saisirent de l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite d'une main élégante commençait par « Ma chère mère », la lettre d'Adeline Chevalier à Madame Colette. « Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Nicolas et moi nous aimons, et rien ne pourra changer cela, ni les projets d'Henri, ni les rivalités entre nos familles. Ce soir, nous partons ensemble. Quand tu liras cette lettre, nous serons déjà loin. Pardonne-moi cette fuite, mais c'est le seul moyen d'échapper à ce mariage arrangé qui me détruirait. » La lettre était datée de 3 jours avant la mort de Nicolas. Un bruit dans le couloir fit sursauter Adrien. Rapidement, il remit la lettre dans l'enveloppe, referma le médaillon et le coffret, puis se glissa silencieusement hors de la chambre. Cette découverte bouleversait tout. Nicolas et Adeline avaient prévu de s'enfuir ensemble.
Nicolas était mort peu après. Adeline avait finalement épousé Henri. Et quelques mois plus tard, Léa était née. Le puzzle commençait à prendre forme. Mais des pièces manquaient encore. Cette nuit-là, Adrien retourna au bureau d'Henri. Le coffre-fort derrière le tableau l'intriguait depuis sa découverte. Il avait apporté un stéthoscope médical, emprunté dans la pharmacie de la maison, pour tenter de l'ouvrir à l'ancienne. Après une heure d'efforts minutieux, un déclic se fit entendre. La porte du coffre s'ouvrit, révélant plusieurs dossiers soigneusement rangés. L'un d'eux, marqué « Affaire N.D », attira immédiatement son attention. À l'intérieur, un rapport de police concernant l'accident de Nicolas Dumont. Les photos de la scène étaient difficiles à regarder. La voiture complètement détruite contre un arbre, sur une route de campagne. Mais ce qui glaça le sang d'Adrien fut une note manuscrite agrafée au rapport. Problème résolu, facture envoyée comme convenu. V.D. Victor Duval. Père, ils l'ont tué, murmura Adrien, la nausée lui montant à la gorge. Ils ont assassiné Nicolas pour l'empêcher de s'enfuir avec Adeline. Un autre document l'attendait plus profondément dans le coffre. Un certificat de naissance, celui de Léa. La date correspondait parfaitement. Elle était née exactement 8 mois et demi après la mort de Nicolas. Le père biologique de Léa n'était pas Henri Chevalier, c'était Nicolas Dumont, ce qui signifiait que Léa était une Dumont, sa cousine. Le choc de cette révélation fut si violent qu'Adrien dut s'asseoir dans le fauteuil d'Henri, pris de vertige. Comment était-ce possible? Léa, la douce et compatissante Léa, portait le même sang que lui, et elle l'ignorait totalement. Adrien était encore sous le choc de sa découverte, lorsqu'il regagna sa cachette à l'aube. Léa Chevalier était en réalité Léa Dumont, la fille de son oncle, une partie de la famille qu'il avait cru entièrement détruite. Cela changeait tout, et rien à la fois. Les crimes d'Henri et de Victor restaient impardonnables. Mais maintenant, sa vengeance ne pouvait plus suivre le plan initial. Léa méritait de connaître la vérité sur ses origines, sur sa véritable famille, perdue dans ses pensées. Adrien n'entendit pas immédiatement les pas précipités qui s'approchèrent de la serre. La porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Justine, le visage déformé par l'inquiétude. « Monsieur Roux, venez vite, c'est mademoiselle Léa. » Oubliant toute prudence, Adrien suivit la femme de chambre jusqu'à la maison principale. Des cris provenèrent de l'étage. La voix de madame Colette appelant à l'aide, celle d'Henri ordonnant qu'on appelle une ambulance. Lorsqu'Adrien atteignit la chambre de Léa, la scène qui l'attendait lui glaça le sang. Elle gisait sur son lit, d'une pâleur mortelle. Sa chemise de nuit tachée de sang au niveau de la poitrine. Madame Colette pressait un linge sur sa bouche, tandis qu'Henri se tenait en retrait, le visage défait. « Que s'est-il passé ?» demanda Adrien, s'approchant malgré le regard furieux que lui lança Henri. Son cœur, une crise, comme sa mère, balbutia madame Colette. Elle a commencé à tousser du sang au petit déjeuner. Le médecin de famille arriva quelques minutes plus tard, suivi de près par une équipe médicale d'urgence. Adrien fut repoussé hors de la chambre, mais resta dans le couloir, incapable de s'éloigner. Henri sortit le premier, le visage fermé, en apercevant Adrien. Ses traits se durcirent davantage. « Que fais-tu encore ici, toi ?» siffla-t-il. « Je t'avais ordonné de quitter ma propriété. » « C'est moi qui l'ai fait venir, » intervint madame Colette. Apparaissant derrière son fils, Léa s'est attachée à ses services de jardinier. Dans son état, lui retirer ce petit plaisir serait cruel. Henri sembla sur le point d'exploser, mais l'arrivée du médecin l'interrompit. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, son ton autoritaire masquant mal son inquiétude. Le médecin secoua lentement la tête. Son état s'aggrave plus rapidement que prévu. Le traitement actuel n'est plus efficace. Il faudrait envisager de l'inscrire sur la liste des greffes. Hors de question que ma fille subisse une telle procédure, s'emporta Henri. Il doit y avoir d'autres options. Monsieur Chevalier, sans greffe, je crains que votre fille ne... Appelez le professeur Mercier de la clinique suisse. Appelez tous les spécialistes qu'il faut. L'argent n'est pas un problème. Madame Colette posa une main apaisante sur le bras de son fils. Henri, peut-être devrions-nous considérer ce que dit le docteur. Je ne la perdrai pas comme j'ai perdu Adeline. La voix d'Henri se brisa sur ces mots. Pour la première fois, Adrien y perçut une émotion authentique. La peur, le médecin promit de revenir avec des spécialistes,
et Henri s'enferma dans son bureau, laissant Madame Colette seule avec Adrien dans le couloir. La vieille dame le regarda longuement avant de parler. « Vous n'êtes pas simplement un jardinier, n'est-ce pas, monsieur Roux, ou devrais-je dire, monsieur Dumont ?» Le corridor sembla se rétrécir autour d'Adrien. La question de Madame Colette résonnait dans l'air comme un coup de tonnerre. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit-il, maintenant un calme apparent malgré son cœur qui battait à tout rompre. Les yeux gris de la vieille dame le transpercèrent. « J'ai connu votre père, Marcel Dumont, et votre oncle Nicolas. » Sa voix s'adoucit sur ce dernier nom. « Vous avez ses yeux. J'aurais dû le remarquer dès le premier jour. » Adrien resta silencieux, pesant ses options. Nier semblait futile face à la certitude tranquille de Madame Colette. « Suivez-moi », dit-elle simplement, se dirigeant vers sa chambre. Une fois à l'intérieur, elle ferma soigneusement la porte et sortit le coffret qu'Adrien avait fouillé quelques heures plus tôt. S'il fut surpris qu'elle l'ouvre avec une clé minuscule, il n'en montra rien. « Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en lui tendant le médaillon ouvert. Ce n'était pas une accusation, juste une constatation. Adrien acquiesça lentement. Nicolas était mon oncle. Et il aimait ma fille Adeline. Madame Colette caressa doucement le portrait. Ils allaient s'enfuir ensemble. Henri l'a découvert. Et Nicolas est mort dans un accident, compléta Adrien. Incapable de contenir l'amertume dans sa voix, la vieille dame le regarda avec une tristesse infinie. Je l'ai toujours soupçonné, mais je n'avais aucune preuve. Henri était si déterminé à épouser Adeline, une alliance parfaite entre deux familles influentes. Une alliance qui a abouti à la destruction complète de ma famille, rappela Adrien. Madame Colette baissa les yeux. La haine d'Henri envers les Dumont était née ce jour-là. Quand il a découvert leur projet de fuite, le reste, la ruine de votre famille, c'était sa vengeance. Une vengeance contre un mort, payée par des innocents. Adrien serra les poings. Mes parents sont morts à cause de lui. Et maintenant, vous êtes revenu pour vous venger. Ce n'était pas une question. J'étais revenu pour ça, oui. Adrien hésita, puis demanda. Léa sait-elle la vérité? Qu'Henri n'est pas son père biologique? Madame Colette secoua la tête. Personne ne sait, après la mort de Nicolas. Adeline a essayé de... Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Disons qu'elle a tenté de le rejoindre. Je l'ai trouvée à temps. Elle était enceinte de 2 mois, pour éviter le scandale. Henri a accepté de reconnaître l'enfant comme le sien, à condition qu'Adeline l'épouse immédiatement. Et elle a accepté. Elle n'avait pas le choix. Le regard de Madame Colette se durcit. Henri a menacé de détruire complètement la famille Dumont si elle refusait. À l'époque, c'était juste une menace. Puis Léa est née, et 8 ans plus tard, Adeline est morte. Henri a alors mis sa menace à exécution. Adrien sentit un froid l'envahir. Donc Léa est la fille de Nicolas Dumont, votre cousine. Madame Colette referma doucement le médaillon. Et elle porte la même maladie cardiaque héréditaire qui a emporté sa mère. 2 jours plus tard, Léa était suffisamment rétablie pour quitter son lit. Sur insistance de Madame Colette, elle accepta de faire une courte promenade dans le jardin pour reprendre des forces. Adrien l'attendait près de la roseraie, son cœur battant étrangement vite à l'idée de revoir celle qu'il savait désormais être sa cousine. Comment la regarder sans trahir ce qu'il savait? Comment protéger cette femme qui portait son sang tout en poursuivant sa vengeance contre Henri? Elle apparut au détour d'une allée, appuyée au bras de sa grand-mère. Sa pâleur était alarmante, mais son sourire s'illumina en apercevant Adrien, notre jardinier clandestin. Plaisanta-t-elle faiblement? « Je suis heureuse que vous n'ayez pas fui. Les fleurs avaient ni besoin de moi, » répondit-il simplement. Madame Colette les observa un instant, puis prétexta une fatigue soudaine. « Je vais rentrer me reposer, Adrien. Pourriez-vous raccompagner Léa quand elle sera prête? Pas plus d'1 demi-heure dehors, ma chérie. » Restés seuls, ils marchèrent lentement entre les parterres fleuris. Le silence entre eux était confortable, presque intime. « J'ai eu peur de ne plus jamais revoir ce jardin, » avoua finalement Léa, s'arrêtant pour respirer le parfum d'une rose blanche. Quand on frôle la mort, les choses simples deviennent soudain précieuses. Adrien la dévisagea, frappé par sa fragilité et sa force mêlée. « Vous semblez en paix avec votre condition ?» Un sourire triste étira ses lèvres. Quand on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis l'enfance, on apprend à danser malgré tout. Elle effleura sa poitrine, là où son cœur défaillant battait,
Chaque jour est un cadeau inattendu. Les médecins, commença Adrien, parlent de greffe maintenant. Elle haussa les épaules avec une fausse désinvolture, mais trouver un donneur compatible, avec mon groupe sanguin rare, Adrien se figea. Le groupe sanguin des Dumont, une particularité génétique mentionnée dans les dossiers médicaux de sa famille qu'il avait étudiés. Quel était votre groupe ? Demanda-t-il, tentant de paraître simplement curieux. AB négatif avec un antigène rare. Une chance sur des milliers. Elle sourit faiblement. Père remue ciel et terre pour trouver un donneur compatible, mobilisant toutes ses relations. Pour une fois, son pouvoir et son argent servent à quelque chose de noble. Une pensée troublante traversa l'esprit d'Adrien. Et si Henri savait que Léa n'était pas sa fille biologique, s'il connaissait ses véritables origines, cela expliquerait pourquoi il cherchait désespérément un donneur parmi les relations Duval, plutôt que dans sa propre famille. Et vous, monsieur le jardinier mystérieux, quel est votre groupe sanguin ? Demanda Léa sur un ton léger, inconsciente du tumulte intérieur d'Adrien. Il hésita, puis répondit doucement. Le même que le vôtre, en fait. Léa s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant. Vraiment, c'est une coïncidence incroyable. Oui, incroyable, murmura Adrien, sachant parfaitement que ce n'était pas une coïncidence, mais l'héritage génétique des Dumont. Vous savez ce que cela signifie, continua Léa, une lueur d'espoir traversant son regard. Vous pourriez être Mademoiselle Léa ? La voix de Victor Duval interrompit brutalement leur conversation. Il s'avançait vers eux d'un pas rapide, son visage affichant un mélange de surprise et de colère. « Que faites-vous dehors ?» Et avec lui. « Bonjour à vous aussi, Victor », répondit Léa, son ton devenant instantanément plus froid. « Je prends l'air, sur conseil médical. » Victor jeta un regard méprisant à Adrien. « Je croyais que ce personnage avait été congédié. Grand-mère l'a réintégré à son poste. Le jardin dépérissait sans lui. Un jardin peut attendre votre santé en revanche. » Victor lui prit le bras avec une sollicitude possessive. « Votre père et moi étions morts d'inquiétude. D'ailleurs, j'ai une excellente nouvelle. Mon laboratoire a peut-être trouvé un traitement qui pourrait stabiliser votre condition. » Léa se dégagea doucement. « Nous en discuterons plus tard, Victor. Pour l'instant, je profite de cette promenade. » La mâchoire de Victor se contracta de contrariété. Il se tourna vers Adrien, le fixant avec une hostilité à peine dissimulée. « Vous jouez à un jeu dangereux. Roux. Je n'ai pas encore compris votre petit manège. Mais croyez-moi, je le découvrirai. Je m'occupe simplement des roses, monsieur Duval, » répondit Adrien calmement. « Certaines ont des épines particulièrement venimeuses. Il faut savoir les manipuler avec précaution. » Le double sens n'échappa pas à Victor, dont les yeux se plissèrent dangereusement. « Venez, Léa. Votre père souhaite nous voir concernant nos projets communs. »« Quel projet ?» demanda Léa, soudain méfiante. « Voyons, ma chère. Ne faites pas l'innocente. » Le sourire de Victor était celui d'un prédateur. « Les bans seront publiés la semaine prochaine. Votre père a tout arrangé. » La nouvelle frappa Léa comme un coup physique. Elle chancela légèrement, et Adrien dut se retenir de la soutenir devant Victor. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Il n'a pas pu décider cela sans me consulter. Au contraire, dans votre état, les décisions rapides s'imposent. » Victor baissa la voix, feignant la compassion. « Henri veut vous voir établi et protégé. Au cas où, je ne suis pas encore morte, Victor. » La colère donna momentanément des couleurs au visage pâle de Léa. « Et je ne serai jamais votre femme. » Sur ces mots, elle tourna les talons et se dirigea vers la maison d'un pas aussi rapide que sa faiblesse le lui permettait. Victor resta immobile, son regard calculateur suivant Léa, puis se tournant vers Adrien. « Ne croyez pas une seconde que vous pourrez vous mettre entre elle et moi. Quoi que vous soyez en train de manigancer, jardinier, vous avez choisi la mauvaise famille pour vos petits jeux. Je ne joue pas. » « Monsieur Duval, » répondit Adrien, soutenant son regard. « Mais vous devriez peut-être vous demander si Henri Chevalier vous dit toute la vérité, sur Léa, sur sa santé, sur son passé. » Une ombre d'incertitude traversa le visage de Victor. Avant qu'il puisse répondre, Adrien s'inclina légèrement et s'éloigna. Sachant qu'il venait de planter une graine de doute qui pourrait s'avérer utile, ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait le domaine, Adrien observait la maison depuis sa cachette, dans le bureau d'Henri. Des ombres s'agitaient. Une dispute violente opposait visiblement le père et la fille. Madame Colette vint le rejoindre silencieusement. « Henri insiste pour ce mariage.
Il pense que l'influence des Duval est notre meilleure chance d'accéder à des traitements expérimentaux. Ou peut-être veut-il simplement sceller définitivement son alliance avec eux, suggéra Adrien amèrement. Une alliance construite sur la destruction de ma famille. La vieille dame soupira. Que comptez-vous faire maintenant, Adrien? Votre vengeance est-elle toujours votre priorité? Adrien contempla les fenêtres illuminées, pensant à Léa, sa cousine, son sang, prise au piège entre deux hommes qui l'utilisaient comme un pion dans leur jeu de pouvoir. Ma priorité, dit-il lentement, c'est de protéger ce qui reste de ma famille. Le ciel s'assombrissait depuis le matin, de lourds nuages gris s'amoncelant au-dessus du domaine chevalier. Les météorologues avaient annoncé une tempête exceptionnelle, de celle qui ne frappait la région que tous les 10 ans. Adrien s'affairait dans le jardin, installant des protections autour des rosiers les plus fragiles. La tension qui régnait dans la maison depuis l'annonce du mariage forcé s'était répandue comme un poison. Léa avait cessé de venir dans le jardin, confinée dans sa chambre sur ordre médical après un nouvel épisode cardiaque. Conséquence. Adrien en était certain, de sa confrontation avec son père, on dirait que le ciel lui-même se prépare à manifester sa colère, observa Madame Colette, qui s'était approchée silencieusement, un parapluie à la main. Cette tempête va dévaster le jardin, répondit Adrien sans interrompre son travail. J'essaie de sauver ce qui peut l'être. Certaines destructions sont nécessaires pour permettre une renaissance, murmura la vieille dame, son regard perdu vers l'horizon menaçant. Henri est aveuglé par sa détermination. Il ne voit pas qu'il répète les erreurs du passé. Une rafale de vent plus violente fit plier les arbres. Les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. « Vous devriez rentrer, madame. La tempête arrive. Léa vous a cherché ce matin. » Madame Colette lui tendit une enveloppe. « Elle m'a demandé de vous remettre ceci. » Adrien prit l'enveloppe, intrigué. « Comment va-t-elle ? » Son corps est faible. Mais sa volonté reste intacte. Elle refuse catégoriquement ce mariage. Un éclair zébra le ciel, suivi presque immédiatement par un grondement de tonnerre. « Venez, nous ne pouvons plus rester dehors. » Ils se dirigèrent vers la maison principale, alors que la pluie redoublait d'intensité, à leur grande surprise. Henri les attendait dans le hall d'entrée. « Mère, dit-il froidement, avant de poser son regard sur Adrien. « Toi dans mon bureau, maintenant. » Le ton n'admettait aucune réplique. Adrien jeta un coup d'œil à Madame Colette, qui hocha imperceptiblement la tête pour l'encourager à obéir. Le bureau d'Henri était exactement comme Adrien l'avait vu lors de ses explorations nocturnes. À l'exception du tableau qui dissimulait habituellement le coffre-fort, il était légèrement de travers. « Tu croyais que je ne remarquerais pas tes petites visites nocturnes ?» lança Henri sans préambule, refermant la porte derrière eux. « J'ai des capteurs de mouvement et des caméras dans cette pièce. » Adrien resta silencieux, mesurant la gravité de la situation. Henri contourna son bureau mais resta debout, dominant Adrien de sa stature imposante. « Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi un simple jardinier s'intéresserait à mes documents confidentiels, particulièrement ceux concernant les Dumont. » Le cœur d'Adrien s'accéléra. Henri savait-il qui il était réellement? « Je cherche des réponses, » répondit-il calmement. « Des réponses. » Henri eut un rire sans joie. « Et à quelle question, je te prie? Pourquoi vous et Duval avez détruit ma famille ?» Un silence pesant s'installa, rompu uniquement par le fracas de la pluie contre les vitres et le hurlement du vent qui s'intensifiait. « Ta famille ?» Henri plissa les yeux, scrutant le visage d'Adrien. Soudain, la compréhension se peignit sur ses traits. « Dumont, tu es le fils de Marcel. »« Adrien Dumont », confirma-t-il en redressant les épaules. « Venu réclamer justice pour mes parents. » Au lieu de la colère attendue, une expression étrange traversa le visage d'Henri, presque du soulagement. « Justice !» répéta-t-il doucement. « Tu ignores tout de cette histoire, jeune homme. Je sais que vous avez orchestré la ruine financière des Dumont, après avoir découvert que Nicolas et votre fiancé voulaient s'enfuir ensemble. » Henri se raidit. « Qui t'a raconté ça, ma mère ?» J'ai trouvé des preuves. Y compris la note de Victor Duval père concernant l'accident de Nicolas. Un éclair particulièrement violent illumina la pièce, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Dans la pénombre soudaine, le visage d'Henri semblait creusé par des ombres profondes. « Tu penses avoir tout compris, n'est-ce pas ?» Sa voix était étrangement calme. « Mais tu ignores l'essentiel. Oui, j'ai détesté Nicolas pour m'avoir volé Adeline. Oui, j'ai orchestré la chute des Dumont. Mais l'accident ?» Il s'interrompit lorsque la porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Victor Duval.
trempé par la pluie. « Henri, tu dois voir ça. » Il s'arrêta net en apercevant Adrien. « Qu'est-ce qu'il fait là ?»« Une vieille connaissance de famille, » répondit Henri avec une ironie glaçante. « Que se passe-t-il, Victor ? Les écuries sont inondées, les chevaux paniquent. » Victor ne quittait pas Adrien des yeux. « Tu devrais venir immédiatement. » Henri saisit une lampe torche dans un tiroir. « Nous reprendrons cette conversation plus tard. Dumont, ne crois pas que je vais te laisser partir si facilement. » Les deux hommes sortirent, laissant Adrien seul dans le bureau, plongé dans la pénombre. Malgré l'urgence de la situation, il saisit l'opportunité pour fouiller rapidement le bureau, cherchant des documents qu'il n'aurait pas encore découverts. Dans un tiroir verrouillé qu'il força habilement, il trouva un carnet relié de cuir, le journal personnel d'Henri. Il le glissa sous sa veste et quitta le bureau, dans le couloir. Il croisa Léa qui descendait péniblement l'escalier, une bougie à la main. « Adrien !» s'exclama-t-elle soulagée. « Que faites-vous ici ? Votre père voulait me parler. La tempête a inondé les écuries. Il est parti avec Victor pour sauver les chevaux. » Un nouvel éclair illumina le visage pâle de Léa. Elle semblait avoir maigri depuis leur dernière rencontre. « J'ai besoin de vous parler, » dit-elle avec urgence. « En privé, suivez-moi. » Elle le conduisit jusqu'à une petite bibliothèque au premier étage. La pièce, éclairée de quelques bougies, offrait une atmosphère intime, presque conspiratrice. « Avez-vous lu ma lettre ?» demanda-t-elle en refermant soigneusement la porte. Adrien tapota la poche où se trouvait l'enveloppe, encore fermée. « Pas encore. Alors je vous dirai directement ce qu'elle contient. » Léa s'approcha, son visage étrangement déterminé malgré sa faiblesse. « Je sais qui vous êtes. » Le cœur d'Adrien manqua un battement. « Que voulez-vous dire ?»« Adrien Dumont ?» Elle prononça son véritable nom sans hésitation. « Fils de Marcel et Élise Dumont, héritier légitime de la fortune que mon père a volée à votre famille. Comment ? Il y a un mois, j'ai trouvé un vieux carton de photos dans le grenier. Des coupures de journaux, des rapports financiers. » Elle s'assit, visiblement fatiguée par l'effort de la conversation. « J'ai toujours su que mon père avait des secrets, mais l'ampleur de ses crimes... » Adrien la contemplait, stupéfait par cette révélation. « Vous saviez, et pourtant vous m'avez aidé, protégé même, parce que j'ai vu la justice dans votre quête. » Elle le fixa intensément. « Mon père mérite de répondre de ses actes. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux, seulement perturbé par le vacarme de la tempête qui faisait rage à l'extérieur. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit finalement Adrien. « Quelque chose concernant vos origines. » Avant qu'il puisse continuer, la porte s'ouvrit violemment, révélant Victor, ruisselant d'eau et de boue. « J'en étais sûr, » rugit-il. « Tu complotes avec ce jardinier. » Victor. Léa se leva brusquement, chancelant sous l'effort. « Tout s'explique maintenant. » Victor s'avança dans la pièce menaçant. « Ce prétendu jardinier, toujours à rôder, à poser des questions. J'ai mené ma petite enquête. Dumont. Oh oui, je sais qui tu es. » Adrien se plaça instinctivement entre Léa et Victor. « Cette conversation ne vous concerne pas ? » Duval. « Au contraire, tout ce qui touche ma future épouse me concerne. » Victor tourna son regard glacial vers Léa. « Quant à toi, petite ingrate, ton père sera ravi d'apprendre que tu fricotes avec l'ennemi de la famille. »« Sortez d'ici, Victor, » ordonna Léa, sa voix tremblante de colère. « Pas sans toi. » Il avança la main pour la saisir. Adrien réagit instantanément, repoussant Victor d'un geste brusque. « Ne la touchez pas. » La tension explosa. Victor se jeta sur Adrien avec une rage inattendue. Les deux hommes s'affrontèrent violemment, renversant une table basse, faisant tomber les bougies qui s'éteignirent dans leur chute. Dans la semi-obscurité traversée d'éclairs, Léa tenta de les séparer. « Arrêtez, vous êtes fous. » Soudain, elle porta la main à sa poitrine. Son visage se tordant de douleur, un gémissement s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne s'effondre. « Léa. » Adrien se précipita vers elle, oubliant complètement Victor. Elle était livide, sa respiration saccadée. Un filet de sang s'écoulait du coin de ses lèvres. « Une crise, » murmura-t-elle faiblement. « Mon médicament, dans ma chambre. » Victor restait figé, comme paralysé par la scène. « Ne restez pas planté là !» hurla Adrien. « Allez chercher de l'aide. » Comme sortant d'une transe, Victor hocha la tête et quitta précipitamment la pièce. Adrien souleva délicatement Léa, la portant vers le canapé. « Tenez bon. »
murmura-t-il en essuyant le sang sur son visage. « Je ne vous laisserai pas mourir. Pas vous. Adrien ?» Sa voix était à peine audible sous le fracas de la tempête. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Sur le grenier, une boîte bleue. » Ses yeux se fermèrent, alors que des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Madame Colette apparut, suivie du médecin de famille, qui, par chance, était resté bloqué au domaine à cause de la tempête, dehors. La nature déchaînée semblait faire écho au chaos qui régnait désormais dans la demeure Chevalier. La tempête, comme un présage funeste, détruisait le jardin qu'Adrien avait si soigneusement entretenu. Les roses s'éparpillaient, arrachées par le vent violent, comme autant de secrets enfin libérés de leur prison de silence. L'aube se levait sur un paysage dévasté. La tempête avait finalement cessé, laissant derrière elle un domaine méconnaissable. Arbres centenaires déracinés, allées jonchées de débris, jardins ravagés. La nature avait exprimé sa fureur sans retenue. Adrien contemplait ce chaos depuis la fenêtre de l'antichambre où il avait passé la nuit. Refusant de quitter le couloir menant à la chambre de Léa, le médecin, assisté d'une infirmière arrivée au petit matin, avait réussi à stabiliser son état. Mais la situation restait critique. Elle est jeune, cela joue en sa faveur, avait expliqué le Dedeur, Moreau avec une gravité professionnelle. Mais son cœur s'affaiblit rapidement. Sans greffe, je crains que nous ne puissions faire plus que retarder l'inévitable. Ces paroles résonnaient dans la tête d'Adrien, le torturant, sa cousine, ce lien de sang dont elle ignorait encore tout, se mourait lentement, et sa vengeance semblait soudain dérisoire face à cette réalité. La porte de la chambre s'ouvrit. Laissant apparaître Madame Colette, son visage portait les marques d'une nuit sans sommeil. « Elle est réveillée », annonça la vieille dame. « Elle demande à vous voir. » Henri et Victor, qui discutaient à voix basse au bout du couloir, se retournèrent brusquement. « Hors de question », trancha Henri. « Cet imposteur ne s'approchera plus d'elle. » « Ce n'est pas à toi d'en décider, » répliqua fermement Madame Colette. « C'est son souhait, et dans son état, lui refuser quoi que ce soit serait d'une cruauté injustifiable. » Victor fit un pas en avant, le visage déformé par la colère. « Henri, tu ne peux pas laisser ce Dumont approcher Léa. Il cherche à se venger, à nous détruire. Comme vous avez détruit sa famille. » La voix de Madame Colette claqua comme un fouet. « Il est temps que la vérité éclate au grand jour. Que vous le vouliez ou non, trop de mensonges ont empoisonné nos vies. » Sans attendre leur réaction, elle fit signe à Adrien de la suivre dans la chambre. Quand il entra, son cœur se serra à la vue de Léa, pâle comme les draps qui l'entouraient, reliée à plusieurs moniteurs qui émettaient un bip régulier et rassurant. « Adrien, » murmura-t-elle faiblement, tentant un sourire. « Vous avez l'air aussi terrible que moi. » Il s'approcha et s'assit sur la chaise près du lit. « J'ai connu de meilleures nuits, » admit-il, essayant de paraître léger malgré l'émotion qui l'étreignait. Le jardin, dévasté, mais ne vous inquiétez pas, les roses repousseront. La nature a cette capacité extraordinaire à renaître, même après les pires tempêtes. Une lueur passa dans les yeux de Léa. Contrairement à certains cœurs, n'est-ce pas? Ne parlez pas ainsi, protesta-t-il doucement. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Elle tendit une main fragile qu'il prit délicatement dans la sienne. La boîte bleue, dans le grenier. L'avez-vous trouvée? Adrien secoua la tête. Je n'ai pas eu l'occasion. La nuit a été mouvementée. Il faut que vous la trouviez. Son ton était soudain plus pressant. Elle contient des documents, des lettres, la vérité sur tout, sur les Dumont, sur ma mère, sur moi. La porte s'ouvrit avec fracas. Henri Chevalier entra, suivi de Victor et du Dedeur. Moreau, ça suffit, ordonna Henri. Tu dois te reposer, Léa. Cet homme n'a rien à faire ici. Cet homme, répliqua Léa avec une soudaine fermeté, est peut-être la seule personne honnête dans cette maison. Tu ne sais pas de quoi tu parles, intervint Victor. Il t'a manipulé, il s'est introduit ici sous une fausse identité pour se venger. Je sais parfaitement qui il est. Les yeux de Léa brillaient d'une détermination fébrile. Adrien Dumont, dont la famille a été détruite par mon père et le vôtre, et je sais pourquoi. Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Henri regardait sa fille comme s'il la voyait pour la première fois. « Que sais-tu exactement » demanda-t-il d'une voix étrangement calme. « Tout. » Léa se redressa légèrement, puisant dans ses maigres forces. « Les photos, les lettres, les documents dans le grenier. J'ai tout trouvé il y a des mois. Je sais que maman et Nicolas Dumont étaient amoureux.
Je sais qu'ils voulaient s'enfuir ensemble avant son accident. » Victor regardait Léa, puis Henri, complètement perdu. De quoi parle-t-elle? Je sais aussi, continua Léa implacablement, que le laboratoire de votre père a fourni le composé qui a causé l'accident de voiture de Nicolas. Un incident que vous avez tous deux maquillé en accident. Le visage de Victor blêmit. C'est ridicule, mon père n'aurait jamais. Silence. L'ordre d'Henri figea tout le monde. Même le déheur, Moreau, qui surveillait discrètement les constantes de Léa, s'immobilisa. Tu ignores dans quoi tu t'aventures? Léa, certains secrets doivent rester enfouis. Pourquoi? Pour protéger votre réputation? Léa laissa échapper un rire amer, qui se transforma en toux douloureuse. Regardez-moi, père, je me meurs. Quel mal peut encore me faire la vérité? Madame Colette s'approcha du lit et prit l'autre main de Léa. Tu as raison, ma chérie. Il est temps. Henri sembla soudain vieillir de 10 ans. Sans un mot, il s'approcha de la fenêtre et contempla le jardin dévasté, comme s'il y cherchait un reflet de sa propre vie. Nicolas Dumont, commença-t-il d'une voix sourde, n'était pas censé mourir. Victor s'avança. Incrédule. Henri, ne fais pas ça. Tais-toi. La colère d'Henri était maintenant dirigée vers son allié de toujours. Ton père a outrepassé mes ordres. Je voulais simplement effrayer Nicolas, lui faire comprendre qu'Adeline m'appartenait. La drogue devait juste l'assommer temporairement. Pas... Il s'interrompit, incapable de poursuivre. Pas le tuer, compléta Madame Colette. Mais Victor Duval Senior a doublé la dose, pour s'assurer que Nicolas ne reviendrait jamais. Le moniteur cardiaque de Léa s'accéléra légèrement. Adrien serra sa main, comme pour lui transmettre sa force. Quand Adeline a appris la mort de Nicolas, elle a tenté de se suicider, poursuivit Henri, le regard perdu dans le vague. C'est là que nous avons découvert sa grossesse. Une grossesse de 2 mois. Le choc se peignit sur le visage de Victor. Tu veux dire que Léa n'est pas ma fille biologique, confirma Henri avec un calme étrange. Elle est la fille de Nicolas Dumont. Léa ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues pâles. Bien qu'elle ait découvert cette vérité par elle-même, l'entendre confirmer par Henri était visiblement bouleversant. J'ai accepté de l'épouser, de reconnaître l'enfant comme mien, à condition qu'elle ne révèle jamais la vérité, continua Henri. Mais après sa naissance, j'ai compris que je ne pourrais jamais aimer Léa comme ma propre fille. Chaque fois que je la regardais, je voyais Nicolas. C'est pour ça que vous avez détruit les Dumont, murmura Adrien, comprenant enfin, par haine, par jalousie, par vengeance, corrigea Henri. Adeline ne s'est jamais remise de la mort de Nicolas. Pendant 8 ans, elle a dépéri, jusqu'à ce que son cœur lâche. J'ai perdu la femme que j'aimais à cause des Dumont, alors oui, je les ai détruits. Victor, qui était resté silencieux, s'approcha soudain du lit de Léa. Tu le savais, que tu n'étais pas une chevalier. Léa ouvrit les yeux pour le regarder. Je l'ai découvert il y a quelques mois, comme j'ai découvert que c'est ton père qui a fourni le poison qui a tué le mien. Comme j'ai compris que si tu voulais m'épouser, c'était uniquement pour mettre la main sur l'héritage chevalier. C'est faux, protesta Victor, mais son regard fuyant trahissait son mensonge. Ce qui est ironique, intervint Adrien, c'est que vous convoitez une fortune qui ne devrait même pas être entre les mains des chevaliers. Une partie importante appartenait aux Dumont. Henri se tourna vers lui, les traits tirés par une fatigue immense. Tu es venu pour te venger, n'est-ce pas? Pour récupérer ce qui t'appartient? Au début, oui, admit Adrien. Mais maintenant, son regard se posa sur Léa. Maintenant, je veux simplement la vérité. Et la justice, pas la vengeance. La justice, répéta Henri avec un sourire amer. Sais-tu ce qu'implique réellement la justice dans cette affaire? Avant qu'Adrien puisse répondre, le moniteur cardiaque de Léa émit soudain une alarme stridente. Son visage se crispa de douleur, sa respiration devenant laborieuse. « Sortez tous !» ordonna le dodeur, Moreau en se précipitant vers elle. « Immédiatement !» Alors qu'ils étaient repoussés hors de la chambre, le regard de Léa croisa celui d'Adrien. Dans ses yeux brillait un message silencieux, mais clair. « Le grenier, la boîte bleue, trouve-la. » La porte se referma sur eux, les laissant dans un couloir lourd de vérités déterrées et de secrets encore à découvrir. Le grenier des chevaliers était un vaste espace sous les combles, encombré de malles anciennes, de meubles démodés et de souvenirs accumulés sur plusieurs générations.
La lumière du jour filtrait à travers de petites lucarnes poussiéreuses. Créant des îlots de clarté dans la pénombre, Adrien s'y était glissé dès que le chaos causé par l'état critique de Léa lui avait permis de s'éclipser. Tandis que les médecins luttaient pour la stabiliser, que Henri s'était enfermé dans son bureau et que Victor avait quitté précipitamment le domaine, Adrien cherchait frénétiquement la fameuse boîte bleue. « Elle doit être quelque part », murmura-t-il, déplaçant carton et valise, après une demi-heure de recherche. Il la découvrit enfin, dissimulée derrière une vieille armoire, une boîte en carton d'un bleu délavé, fermée par un simple ruban, son cœur battant la chamade. Il l'ouvrit délicatement, à l'intérieur. Un désordre organisé de documents, photos et lettres. Sur le dessus se trouvait un cahier à la couverture marbrée, le journal intime d'Adeline Chevalier. Adrien le feuilleta rapidement, découvrant l'histoire d'amour entre Adeline et Nicolas, racontée avec la passion et la sincérité d'une femme profondément amoureuse, leur première rencontre lors d'une exposition de peinture, leur rendez-vous secret dans un petit café parisien, leur projet d'avenir loin des querelles familiales. Le journal s'interrompait brutalement à la date du 14 mai, quelques jours avant la mort de Nicolas. La dernière entrée glaça le sang d'Adrien. N est inquiet, il dit que H a des soupçons. Je ne peux plus supporter cette situation. Vivre dans le mensonge. Prétendre aimer un homme que je déteste. Demain soir, nous partons, N. À tout préparer. Une nouvelle vie nous attend, loin de cette haine absurde entre nos familles. Je porte son enfant depuis 2 mois. Notre enfant sera libre de cet héritage de rancœur. Sous le journal se trouvaient des photographies. Nicolas et Adeline, souriants, amoureux, et parmi elles, un document officiel qui confirma les pires soupçons d'Adrien. Un rapport toxicologique confidentiel du laboratoire Duval, détaillant les propriétés d'un composé expérimental pouvant provoquer des pertes de conscience temporaires, ou la mort à forte dose. Je vois que tu as trouvé ce que tu cherchais. Adrien sursauta. Madame Colette se tenait dans l'encadrement de la porte du grenier, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Comment va Léa ?» demanda-t-il immédiatement. « Stabilisée pour l'instant. » La vieille dame s'approcha lentement. « Les médecins parlent de la transférer à l'hôpital pour la préparer à une greffe, si jamais un donneur compatible est trouvé. » Elle désigna la boîte. « C'est Léa qui a rassemblé tout ça. Pendant des mois, elle a mené sa propre enquête, récoltant des preuves, reconstruisant le puzzle de son passé. Elle connaissait sa véritable filiation bien avant mon arrivée, réalisa Adrien. Et elle savait qui tu étais dès que tu as posé le pied sur cette propriété. Madame Colette eut un sourire triste. La ressemblance avec Nicolas est frappante pour qui sait regarder. Léa l'a immédiatement remarqué. Adrien repensa à leur rencontre, à leur conversation dans le jardin. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Elle voulait comprendre tes intentions. Puis, je crois qu'elle a développé un attachement sincère pour toi, une connexion qu'elle ne s'expliquait pas encore. La vieille dame s'assit sur une malle ancienne, soudain fatiguée. Le sang appelle le sang, dit-on. Adrien rassembla soigneusement les documents, comprenant désormais l'ampleur de la tragédie qui liait leur famille. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Madame Colette. Il la regarda, déterminé. « La justice, pas la vengeance. » Un bruit de sirène au loin les interrompit. Madame Colette se redressa. « L'ambulance pour Léa, viens. Elle voudra te voir avant son départ. » Quand ils arrivèrent dans le hall d'entrée, c'était le chaos. Des ambulanciers préparaient Léa pour le transport. Sous le regard impuissant d'Henri, le médecin donnait des instructions précises. Insistant sur l'urgence de la situation, Adrien s'approcha du brancard, où Léa, plus pâle que jamais, lui sourit faiblement à travers son masque à oxygène. « Vous l'avez trouvé ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, je comprends tout maintenant. » Elle tendit une main tremblante qu'il saisit doucement. « Cousin » souffla-t-elle avec un sourire triste. Ce simple mot, chargé de tant de signification, frappa Adrien en plein cœur. Tout ce temps, ils avaient été séparés par des mensonges. Alors qu'ils étaient liés par le sang, « On doit y aller », annonça un ambulancier. « Son état est critique. » Henri s'avança, l'air défait. « Je viens avec elle. »« Non !» La voix de Léa était faible mais ferme. « Adrien, je veux Adrien. Et grand-mère. » Le visage d'Henri se décomposa sous le choc du rejet. Il recula, comme frappé physiquement, puis se tourna vers Adrien. « Tu as gagné, tu as tout détruit. Ce n'est pas moi qui ai semé la destruction.
répondit calmement Adrien. Vous l'avez fait il y a 20 ans, quand vous avez choisi la haine plutôt que d'accepter la vérité. Les ambulanciers commencèrent à déplacer le brancard. Madame Colette saisit son manteau, prête à suivre sa petite fille. « Attendez !» Une voix essoufflée retentit depuis l'entrée. Victor Duval réapparut, visiblement agité. « J'ai des informations cruciales. »« Nous n'avons pas le temps », protesta l'ambulancier. « La patiente doit être hospitalisée immédiatement. C'est à propos de son traitement », insista Victor. Il agita une tablette électronique. Les laboratoires Duval ont développé un nouveau protocole expérimental pour les cas comme le sien. C'est sa meilleure chance. Léa retira son masque, son regard soudain glacial, comme le protocole expérimental qui a tué mon père biologique. Victor pâlit. C'est différent. Mon père a commis des erreurs terribles, mais ce traitement pourrait réellement te sauver. Le médecin s'interposa. Nous examinerons toutes les options à l'hôpital. Pour l'instant, nous devons partir. Alors que le brancard franchissait la porte, un crissement de pneus déchira l'air, suivi d'un choc violent. Tous se figèrent avant de se précipiter dehors. Une voiture avait percuté un arbre à l'entrée de la propriété. Au volant, un homme d'une 60aine d'années, le visage ensanglanté mais conscient. « Père !» s'écria Victor en courant vers le véhicule accidenté. Adrien reconnut immédiatement Victor Duval Senior, l'homme qui avait fourni le poison ayant tué son oncle, l'homme qui avait contribué à détruire sa famille. Les ambulanciers abandonnèrent momentanément Léa pour porter secours aux blessés. En quelques minutes, ils l'extrairent du véhicule et l'allongèrent sur une civière à côté de celle de Léa. « Quelle ironie !» murmura-t-elle en observant l'homme qui avait indirectement causé la mort de son père biologique. Les deux blessés furent chargés dans la même ambulance, sous le regard impuissant de leurs proches, avant que les portes ne se referment. Le médecin s'approcha d'Adrien et de Madame Colette. « Une chance inespérée », dit-il à voix basse. « Les premiers examens suggèrent que M. Duval pourrait être un donneur compatible pour Mademoiselle Chevalier. Son groupe sanguin correspond, et compte tenu de leur absence de lien familial, c'est pratiquement miraculeux. Miraculeux, ou profondément ironique, commenta Madame Colette. Adrien resta silencieux, frappé par l'étrange justice du destin. L'homme qui avait participé au meurtre de Nicolas Dumont pourrait maintenant sauver la vie de sa fille. L'ambulance s'éloigna, sirène hurlante, emportant Léa et son potentiel sauveur vers l'hôpital. Dans le hall déserté, Henri s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Adrien s'approcha lentement de lui, tenant toujours la boîte bleue. « Elle mérite de connaître toute la vérité », dit-il doucement. « Pas seulement des fragments. » Henri releva la tête. « Vieilli de 10 ans en quelques heures. Quelle vérité! Que j'ai détruit une famille par jalousie, que j'ai épousé une femme qui en aimait un autre, que j'ai élevé un enfant que je ne pouvais pas aimer. La vérité que toute cette haine, toute cette destruction n'a servi à rien, sauf à perpétuer la souffrance. » Adrien déposa la boîte devant Henri. « Lisez, comprenez ce que votre haine a coûté à tous, y compris à vous-même. » Madame Colette, qui s'apprêtait à partir pour l'hôpital, s'arrêta près d'Adrien. « Que vas-tu faire maintenant ?» Il regarda par la fenêtre, vers le jardin dévasté où les premières pousses vertes commençaient déjà à émerger des débris. Reconstruire, pas détruire. Victor Junior, demeuré dans l'entrée, les observait avec un mélange de confusion et d'appréhension. « Mon père, s'il survit et s'il est compatible, accepteriez-vous qu'il sauve Léa ?» Adrien se tourna vers lui. « Ce n'est pas à moi de décider, mais peut-être est-ce la seule rédemption possible pour nos familles. » Alors qu'une voiture arrivait pour emmener Madame Colette à l'hôpital, Adrien contempla une dernière fois la demeure des Chevaliers, théâtre d'une tragédie qui avait commencé bien avant sa naissance. La vérité avait éclaté, brutale et douloureuse. Mais peut-être, enfin, le cycle de haine pourrait-il être brisé? 6 mois s'étaient écoulés depuis cette journée fatidique. Le domaine Chevalier, jadis austère et imposant, avait subi une métamorphose spectaculaire. Les hautes grilles en fer forgé avaient été remplacées par une entrée plus accueillante. Une plaque discrète mais élégante indiquait désormais « Jardin des deuxièmes chances, Institut Dumont-Chevalier pour la recherche cardiaque ». Adrien, vêtu d'un costume sombre, parcourait les allées restaurées. Le jardin avait repris vie, différent mais plus vibrant qu'avant. À la place des parterres formels se trouvaient maintenant des arrangements plus naturels, mélangeant fleurs sauvages et espèces rares.
un symbole de réconciliation entre l'ordre ancien et une liberté nouvelle. Des ouvriers s'affairaient encore à installer des bancs et des panneaux explicatifs. Dans 3 jours aurait lieu l'inauguration officielle, un événement que la presse locale qualifiait déjà de « renaissance historique ». Monsieur Dumont, tout est prêt pour la réunion. Justine, l'ancienne femme de chambre devenue assistante administrative de l'Institut, le rappela à ses obligations. Adrien la remercia d'un signe de tête et se dirigea vers l'ancienne demeure. L'intérieur avait été réaménagé en espace de recherche, de formation et d'accueil pour les patients atteints de maladies cardiaques rares dans la salle de conférence. Autrefois le grand salon des chevaliers. Plusieurs personnes attendaient. Victor Duval Jr., visiblement mal à l'aise dans ce nouvel environnement. Henri Chevalier, amaigri et vieilli, mais dont le regard avait perdu cette dureté caractéristique. Quelques médecins et chercheurs, enthousiastes face à ce projet novateur, et au bout de la table, présidant l'Assemblée, Léa. 6 mois après la greffe qui lui avait sauvé la vie, elle rayonnait d'une énergie nouvelle. Ses joues avaient retrouvé des couleurs, et si une cicatrice discrète dépassait parfois du col de son chemisier, c'était le seul indice visible de l'épreuve qu'elle avait traversée. « Adrien, nous t'attendions, nous », dit-elle avec un sourire, utilisant délibérément le tutoiement qui avait remplacé leur ancienne formalité. Il s'installa à ses côtés, conscient du chemin parcouru depuis leur première rencontre dans ce même jardin. Tant de choses avaient changé, tant de vérités avaient été révélées. « Messieurs », commença Léa, « nous sommes réunis pour finaliser les détails de l'inauguration du jardin des deuxièmes chances. Mais avant toute chose, j'aimerais vous annoncer une excellente nouvelle. La Fondation européenne pour la recherche cardiaque vient d'approuver notre demande de financement. Notre institut bénéficiera d'une subvention de 5 millions d'euros sur 3 ans. Des murmures approbateurs parcoururent l'Assemblée. Victor Duval, qui avait mis à disposition les ressources de son laboratoire pharmaceutique après la mort de son père, hocha la tête avec satisfaction. Victor Duval Senior n'avait pas survécu à l'accident. Ironie du sort. Son cœur avait été transplanté dans la poitrine de Léa, la fille de l'homme qui l'avait indirectement tuée 20 ans plus tôt. Une forme de justice poétique qui n'échappait à personne. La réunion se poursuivit, détaillant le programme de l'inauguration, les futures orientations de recherche, les partenariats internationaux déjà établis. Henri intervenait peu, se contentant d'approuver silencieusement les décisions prises. Après 2 heures de discussion productive, la séance fut levée. Alors que les participants se dispersaient, Adrien remarqua Madame Colette qui l'attendait dans le couloir. « Une promenade dans le jardin », proposa-t-elle avec un sourire complice. Ils marchèrent lentement, la vieille dame s'appuyant sur le bras d'Adrien. À 85 ans, elle restait remarquablement alerte, mais les émotions des derniers mois avaient entamé ses forces physiques. « J'ai reçu les derniers documents ce matin », annonça-t-elle. La restitution des propriétés Dumont est officiellement terminée. Tout ce qui appartenait à ta famille t'a été rendu. Avec les intérêts calculés sur 20 ans, Adrien acquiesça. La justice financière avait été rendue, non sans difficulté. Henri avait dû vendre plusieurs propriétés personnelles pour honorer cet engagement, mais il l'avait fait sans protester, comme une forme de pénitence. « Ce n'était pas ce que je cherchais en venant ici », admit Adrien. « La vengeance, oui, la justice peut-être, mais pas... » Tout ceci, il désigna d'un geste le domaine transformé, symbole d'une réconciliation improbable entre 2 familles autrefois ennemies. La vie nous réserve parfois des surprises plus belles que nos projets les plus élaborés. Philosopha Madame Colette. Elle s'arrêta près d'un jeune arbre récemment planté. « Sais-tu ce que c'est ? Un chêne truffier, répondit Adrien. De la variété qui poussait sur les terres originelles des Dumont. J'ai fait venir des boutures de Dordogne. Un symbole parfait pour notre nouvelle fondation. » Approuva la vieille dame, profondément enracinée, généreux dans ses fruits et d'une longévité qui dépasse plusieurs générations. Ils furent rejoints par Léa, qui avait troqué son tailleur formel contre une tenue plus décontractée. « Grand-mère, j'ai besoin de parler à Adrien en privé, tu permets ?» Madame Colette hocha la tête avec un sourire mystérieux et s'éloigna vers la maison. « Tu semblais préoccupée pendant la réunion. » observa Léa en guidant Adrien vers un banc isolé, près de la roseraie qu'il avait autrefois ressuscitée. Je pensais à tout ce chemin parcouru, à comment une mission de vengeance s'est transformée en... Ceci. Il hésita. Parfois, je me demande si mes parents approuveraient ce que j'ai fait.
abandonner la vengeance pour la réconciliation. Léa prit sa main dans la sienne, un geste devenu naturel entre eux. Je crois qu'il serait fier. Tu as obtenu justice, sans perpétuer la haine. C'est bien plus difficile. Et bien plus noble, elle sortit de sa poche une enveloppe jaunie. Grand-mère m'a remis ceci ce matin. Une lettre de ma mère, trouvée dans ses affaires après son décès. Elle voulait que je la lise aujourd'hui précisément. Léa ouvrit délicatement l'enveloppe et en sortit une feuille, couverte d'une écriture élégante. Elle commença à lire à voix haute. « Ma chère fille, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te les dire moi-même. Il y a tant de vérités que j'aurais voulu partager avec toi sur ton père, ton véritable père, Nicolas Dumont, l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais connu, sur notre amour, interdit mais plus puissant que toutes les conventions sur les circonstances tragiques qui ont séparé nos familles, mais la plus importante des vérités est celle-ci. Le véritable héritage d'une famille ne se trouve pas dans ses possessions, mais dans sa capacité à pardonner. L'union qui réconcilie les sangs divisés par la haine est la seule richesse qui compte vraiment. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux de ton père. Il les a écrits dans la dernière lettre qu'il m'a envoyée, la veille de sa mort. Je prie pour que tu les comprennes un jour, et que peut-être tu puisses accomplir ce que nous n'avons pas eu le temps de faire, briser ce cycle de haine qui a détruit tant de vies. La voix de Léa s'étrangla sur les derniers mots. Adrien, profondément ému, serra sa main plus fort. « Nous l'avons fait », murmura-t-il. « Nous avons brisé ce cycle. » Léa essuya une larme. « C'est étrange de penser que je porte maintenant le cœur de l'homme qui a contribué à tuer mon père, comme si l'histoire avait trouvé sa propre façon de créer une réconciliation. » Un silence paisible s'installa entre eux, seulement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Dans 3 jours, le domaine s'ouvrirait au public, transformant un lieu autrefois symbole d'orgueil et de privilège en espace de guérison et d'espoir. « J'ai quelque chose pour toi aussi », dit finalement Adrien. Il sortit une petite boîte de sa poche. « J'ai retrouvé ceci dans les archives familiales récupérées. Il appartenait à ton père, à Nicolas. » Léa ouvrit la boîte, révélant une montre-bracelet ancienne, simple mais élégante. « Il la portait toujours, d'après les photos que j'ai trouvées, » expliqua Adrien. « Je pense qu'il aurait voulu que tu l'aies. » Les yeux brillants de larmes, Léa passa la montre à son poignet. « Merci, c'est comme avoir un morceau de lui avec moi. » Le soleil commençait à décliner, baignant le jardin d'une lumière dorée. Dans ce moment paisible, loin des conflits et des secrets du passé, Adrien ressentit une profonde sérénité. Ce n'était pas la conclusion qu'il avait imaginée en franchissant le portail des Chevaliers 1 an plus tôt, mais c'était infiniment plus réparateur. « Tu sais ce que signifie jardin des deuxièmes chances en réalité ?» demanda Léa en contemplant le domaine transformé. « Dis-moi, c'est nous, toi, moi, même mon père et Victor. Nous avons tous reçu une seconde chance, une opportunité de transcender la haine qui nous a façonnés et de créer quelque chose de beau à partir des ruines. » Adrien sourit, comprenant la profonde vérité de ses paroles. De sa mission de vengeance était né un projet de guérison. Des cendres de 2 familles détruites par la haine avait émergé une nouvelle forme de famille, unie par le pardon. Le véritable héritage des Dumont et des Chevaliers ne résidait finalement ni dans les propriétés, ni dans la fortune, mais dans cette capacité à transformer le sol aride du ressentiment en un jardin florissant de rédemption,